Donc aujourd'hui on va faire la deuxième séance du cours donc sur l'analyse complexe. Donc je vous rappelle donc qu'on a vu donc quelques rappels sur les complexes. On a vu donc la définition d'une fonction donc complexe, d'une variable complexe. On a donné la définition d'une fonction holomorphe et on a vu donc qu'une fonction est holomorphe sur un domaine oméga, donc c'est seulement s'il vérifie ce qu'on appelle les équations de Cauchy-Riemann. On a donné donc des exemples de fonctions holomorphes élémentaires. Donc aujourd'hui, donc on va donner la définition de l'intégration d'une fonction holomorphe. Donc on commence par la définition suivante. Donc on a la chose suivante. Donc là on va partir d'un intervalle AB qui est dans R. Donc là on a un intervalle AB. Là on est dans C. On est dans C. Donc on se donne une application gamma d'un intervalle AB vers gamma. Avec gamma, donc c'est une courbe, donc qui se trouve dans C. Donc on dit que donc gamma est une paramétrisation de gamma majuscule. Donc si gamma est une application donc de l'intervalle AB dans la courbe gamma. Donc vous avez la chose suivante. Donc vous avez A, il est là. Donc il est là. Donc là vous avez gamma de A. Vous avez ici donc un certain T1 proche de A. Donc là on va avoir ici gamma de T1. C'est un complexe. Si vous prenez un autre élément ici, donc T2, vous allez avoir ici un point, un complexe gamma T2. Si vous prenez ici un T3, là vous allez avoir gamma T3, et ainsi de suite. Donc si on prend ici B, là vous allez avoir à la fin gamma de B. Donc l'ensemble, lorsque T décrit l'intervalle AB, donc gamma de T, il va décrire une courbe. Il va décrire une courbe. Cette courbe-là, on l'appelle gamma. Donc on a gamma, c'est égal à gamma minuscule de l'intervalle AB. C'est l'image de l'intervalle AB par l'application gamma. Donc on va dire que gamma est une courbe donc régulière de paramétrisation gamma minuscule. Donc si gamma est une application, gamma minuscule est une application continue à dérivée continue, et on suppose qu'on a la condition module de gamma prime de T, c'est différent de 0, quel que soit T appartenant à l'intervalle AB. Donc gamma, il vérifie donc de bonnes propriétés, gamma minuscule, pour que l'image de l'intervalle AB par gamma, qui est donc une courbe grand gamma, soit une courbe assez régulière. Donc si gamma minuscule est une paramétrisation de grand gamma, et F donc une application de grand gamma dans C, là vous avez la chose suivante. On a donc ici on a donc le plan complexe C. Comme ensemble de départ, on a le plan complexe ici comme ensemble d'arrivée. Donc on a ici la courbe gamma, par exemple, elle est là. Et on a donc une application continue, F, une application continue,
qui est défini donc de gamma dans C. Donc à chaque complexe ici, par exemple là on a Z0, là on va trouver f de Z0. Si on prend ici par exemple Z1, là on va trouver f de Z1. Si on prend ici Z3, là par exemple on va trouver f de Z3. Si on prend ici Z4, là on va avoir quelque part f de Z4. Et là si on prend Z5, là on va avoir quelque part f de Z5. Là si on note ce point là, c'est-à-dire ce complexe là Z6, là on va avoir f de Z6. Donc lorsque Z se déplace ici, f de Z il va se déplacer ici suivant une courbe qui va se trouver dans C. Donc cette courbe là, lorsque f il est continu, donc là on trouve une courbe qui est aussi continue, donc qui joint donc les f d'I. Donc ça c'est f de gamma, donc ça va donner une courbe. Donc lorsque f est une application continue, donc cette courbe là ça va être une courbe continue. Donc on pose donc la définition suivante, on appelle intégrale curviligne de f le long de la courbe grand gamma, c'est le nombre complexe qu'on note par l'intégrale sur grand gamma de f de z dz, ou bien on note intégrale sur gamma minuscule de f de z dz, qui est par définition, cette quantité-là, c'est l'intégrale de a à b de la fonction f de gamma de t, point gamma prime de t. Donc là, on a f de gamma de t qui multiplie gamma prime de t dt. Donc en fait, gamma de t, donc gamma est défini de l'intervalle AB dans C. Donc ça c'est un complexe. F appliqué à ce complexe-là, c'est aussi un complexe. Là, gamma de t, c'est un complexe, une fonction en t complexe, à valeur complexe. On dérive, donc on trouve aussi un des complexes qui varie suivant t. Donc là, c'est le produit de deux complexes. Donc ça va donner quelque chose de la forme, si vous voulez, u de t plus i de t plus i v de t. Donc on calcule son intégrale là en faisant varier t de a à b dt. Ce qu'on va trouver ici, c'est exactement la définition de l'intégrale sur gamma de f de z dz. C'est par définition cette intégrale-là. On peut aussi écrire f de z sous la forme, donc partie réelle plus partie imaginaire, qui sont des fonctions à deux variables. Z, on peut l'écrire x plus y. Donc d de z, c'est tout de suite d de x plus i, d de y. Et donc l'intégrale sur gamma de f de z dz, on peut l'exprimer en fonction de x et y. Donc ça fait l'intégrale sur gamma. P plus IQ que multiplie d de x plus i d de y. On regroupe donc la partie réelle. Et là, on a la partie imaginaire. Ensuite, on a la remarque suivante. Donc, c'est f admet une primitive grand F. Donc, l'intégrale dans ce cas-là de f de z dz, on a dit c'est par définition l'intégrale de a à b, de f de gamma de t qui multiplie gamma prime de t dt, qui est égal, lorsque f est là comme primitive grand F, c'est-à-dire que la dérivée de grand F, c'est petit f. Donc là, on trouve l'intégrale de a à b, donc de f prime de gamma de t, gamma prime de t dt. Là, on reconnaît la dérivée donc de la fonction, une fonction donc composée, c'est f de gamma de t, le tout prime dt, qui est égal donc à l'application f de gamma de t entre
A et B. Donc on trouve finalement c'est grand F de gamma de B moins grand F de gamma de A. Ensuite, une définition, lorsqu'on écrit ici gamma avec un signe plus, ou bien gamma minuscule avec un signe plus, lorsqu'on écrit ça là, au-dessous de l'intégrale, ça veut dire qu'on va parcourir gamma, donc les z, lorsque t varie de A à B, donc les z ils vont se déplacer donc sur la courbe en allant dans le sens trigonométrique. Donc vous avez la courbe lorsqu'on a une courbe fermée, lorsqu'on écrit ici l'intégrale sur gamma plus de f de z dz, ça veut dire que lorsque t varie de A à B, donc les z il va varier dans ce sens-là, dans le sens donc trigonométrique. Donc ça, lorsqu'on note gamma plus. Donc un petit exemple de calcul d'intégrale. Donc si on prend la fonction donc f de z égale 1 sur z moins z0, avec z0 donc fixé appartenant à c. Donc pour calculer l'intégrale sur gamma plus, donc gamma c'est le cercle, donc gamma c'est le cercle, donc c'est l'ensemble dz appartenant à c. Donc c'est le cercle du centre z0 et de rayon R. Donc le module de z moins z0 va toujours être égal à R, puisque z il va être sur le cercle de centre z0 et de rayon R. Donc cet ensemble-là, donc on peut faire un petit donc dessin. Donc on a la chose suivante. On trace donc un cercle. Donc ce cercle-là, on va mettre ici z0 au centre. Et on va mettre donc z ici. Le z il est là. Et la distance ici, c'est égal à R. C'est égal à petit r. Donc dire que z est sur le cercle, donc le centre z0 et de rayon R, ça veut dire que le module, c'est-à-dire la différence ici, le module, c'est-à-dire cette distance-là, z moins z0, en module, c'est cette distance-là, est égale à R. Donc pour calculer l'intégrale sur gamma plus de f de z dz, il faut d'abord chercher une paramétrisation, c'est-à-dire chercher un intervalle a, b, et une application gamma, donc gamma telle que lorsque donc, t varie de a à b, donc gamma de t, il va donc parcourir ce cercle-là dans le sens positif. Donc pour ça, on va poser z, c'est égal à z0 plus, puisqu'on a z moins z0 en module égal à r, ça veut dire que z moins z0, son module donc c'est r, c'est exponentielle i θ. Avec θ, c'est l'argument de z moins z0. Donc le module z moins z0 c'est r, son argument c'est θ. Donc puisqu'on connaît le module, donc z moins z0 s'écrit sous cette forme-là. C'est-à-dire z, on peut l'écrire z0 plus r exponentielle i θ. Donc θ, puisque on a ici donc z moins z0, donc son module on a dit c'est r, cette longueur c'est r, et l'argument ici, c'est-à-dire l'angle entre ici, si on prend ici l'axe parallèle, cet axe-là, parallèle à l'axe des x, donc l'angle ici, ça fait θ. C'est l'angle fait par z moins z0 et l'axe des x. Donc θ, pour décrire le cercle, donc θ il va être entre 0, donc il va varier de 0
Donc θ va varier donc de 0. Donc on va faire le tour pour revenir à 2π. Donc θ appartient ou bien il est compris entre 0 et 2π. Donc ça c'est une paramétrisation par le paramètre θ du cercle de centre Z0 et de rayon R. Et lorsque donc θ donc, est égal à 0, donc on est là. θ égale à, par exemple, pi sur 4, on est là. θ égale à pi sur 2, on va se trouver ici. θ égale à pi, on va se trouver ici. Et on va faire le tour, c'est-à-dire on va parcourir ce cercle-là dans le sens positif. Donc on va parcourir donc, ce cercle dans le sens positif. Donc ce qui nous donne donc l'intégrale donc sur gamma plus de f de z dz, c'est tout simplement, ça va être l'intégrale de 0 à 2π. Donc 1 sur z moins z0, donc z moins z0 c'est égal à r exponentielle iθ. Donc on va exprimer le tout en fonction de θ. d de z, puisque z égale à z0 plus r exponentielle iθ, donc d de ça, puisque z0 est une constante, donc là il reste r. La dérivée exponentielle iθ par rapport à θ, ça fait i exponentielle iθ dθ. Donc d de z, on remplace par r, i exponentielle iθ dθ. Et il va y avoir des simplifications, donc on simplifie ici. Il reste donc i, l'intégrale de 0 à 2π dθ. Donc c'est égal à i, θ entre 0 et 2π, donc c'est égal à θ entre 0 et 2π. Donc finalement ça donne 2π moins 0, c'est-à-dire 2πi. Donc c'est ce qu'on trouve ici. Donc ça c'est un exemple de calcul d'intégrale d'une fonction fonction à variable donc complexe. Ensuite, on a donc un théorème qui est très utile, qu'on va utiliser par la suite. C'est ce qu'on appelle le théorème de Cauchy, qui nous dit que CF est une fonction holomorphe, ça c'est essentiel, sur le domaine oméga simplement convexe de C, et C gamma est une courbe simple, fermée, régulière, par morceau dans oméga, alors l'intégrale sur gamma de f de z dz est égale toujours à 0. Donc, fait un petit dessin. Donc là, vous avez C. Dans C, donc on a un domaine, oméga, donc simplement connexe. Donc c'est un ouvert formé d'un seul morceau dans lequel à l'intérieur il n'y a pas de trou, c'est-à-dire c'est toute cette région-là. Donc c'est la région ici à l'intérieur, c'est toute cette région-là, un ouvert. Donc tout ça. Ensuite, donc si on a donc ces hypothèses-là, ici gamma est une courbe simple, fermée et régulière. Donc une courbe donc simple, c'est-à-dire qui ne contient pas de nœud, il n'y a pas de point par lequel on passe deux fois, c'est une courbe simple, fermée, donc on fait le tour et on revient ici, fermée, régulière, c'est-à-dire là vous n'avez pas d'irrégularité en ce qui concerne les dérivés, donc ça il faut revoir le cours donc sur le calcul vectoriel pour comprendre toutes ces choses-là.
donc régulière par morceau. Donc on peut avoir, on a la courbe est formée par des morceaux qui sont réguliers. Donc si on fait l'intégrale, ici on a f est une fonction holomorphe sur oméga, c'est-à-dire il est défini donc de oméga, il est défini donc de oméga dans C. Là vous avez l'ensemble d'arrivées C. F il est défini donc de oméga dans C. Donc l'intégrale sur gamma, qui est la courbe décrite par la paramétrisation gamma, donc là l'intégrale de f de z dz, qu'on note aussi l'intégrale sur gamma de f de z dz, c'est tout de suite 0. Donc sous ces hypothèses-là, on a l'intégrale qui est donc égale à 0. De plus, c'est f, comme on a dit, donc f est une fonction holomorphe. Une fonction holomorphe, donc il est indéfiniment dérivable. S'il est dérivable une fois, il est dérivable quel que soit n appartenant à n, on peut parler de la dérivée énième de f. Donc de plus, donc une fonction holomorphe, elle est indéfiniment différenciable. Ici, n appartient à un grand n, un entier. On a la formule dite, la formule de Cauchy qui est vérifiée. C'est-à-dire que la dérivée énième de f en u, c'est égal à cette quantité-là, c'est n factoriel sur 2pi, l'intégrale sur gamma plus de f de z sur z moins u à la puissance n plus 1 dz. Ça, quel que soit u à l'intérieur de la courbe gamma. Et là, lorsqu'on fait l'intégrale, ce qui bouge ici dans cette quantité-là, ce qui entre en jeu, ce sont les z qui appartiennent à la courbe. Donc si on fait le calcul de cette quantité-là, on tombe sur la dérivée énième de u. En particulier, lorsqu'on prend n égale à 0, on trouve quelque chose d'intéressant. Donc pour n égale à 0, donc la dérivée zéroième, donc c'est f de u. Là, 0 factoriel c'est 1. Là, à la puissance 0 plus 1, c'est à la puissance 1. Donc il nous reste cette quantité-là. Qu'est-ce qu'il nous dit, cette quantité-là? Il nous informe que, donc, si on fait un petit dessin, donc là vous avez la courbe, elle est là, la courbe gamma. Là on prend un U qui est ici à l'intérieur, là c'est la courbe, l'ensemble de ces points-là c'est gamma. Donc si on fait l'intégrale sur gamma de f de z sur z moins u dz, ce qui varie ici, ce sont les z qui appartiennent à gamma plus. C'est-à-dire le z il va se déplacer ici, sur la courbe. Donc le z il va se déplacer ici, sur la courbe. Et donc cette intégrale-là, lorsqu'on fait déplacer z sur la courbe, donc il nous donne f de u. C'est-à-dire grâce aux valeurs de f de z qui sont ici, on arrive à trouver f de u à partir donc des f de z tels que z appartient à gamma plus. Donc on a déterminé, à partir de cette formule-là, on voit que la valeur de f de u, elle est déterminée à partir des valeurs de f de z pour les z appartenant à gamma plus. Ce qui signifie on connaît les valeurs prises par f pour les z qui sont ici, donc on connaît f de u. C'est-à-dire que f, il est parfaitement déterminé. Donc cette formule-là, la formule intégrale de Cauchy, exprime que connaître, c'est-à-dire si on connaît une fonction holomorphe sur une courbe fermée, donc ça permet de connaître ces valeurs en tous les points qui sont intérieurs à cette courbe-là. Et donc ça, c'est un résultat très, très intéressant.
Ensuite, donc on va voir ce qu'on appelle donc la série de Taylor d'une fonction holomorphe. Donc on a un théorème. Donc toute fonction holomorphe sur oméga, un domaine de C, est développable en série entière, entre parenthèses, ce qu'on appelle série de Taylor, en fonction donc de z moins z0 sur tout disque ouvert de centre z0, inclus dans oméga sous la forme f de z égale la somme de n égale à 0 jusqu'à plus l'infini de cn z moins z0 à la puissance n. Donc cette formule-là, ça nous rappelle ce qu'on a vu en analyse. Donc lorsqu'on a f, une fonction de classe Cn, on arrive, en faisant le développement limité, à écrire f de x sous la forme f de x0 plus f' de x0 sur 1 factoriel x moins x0 plus, et on va jusqu'à la dérivée d'autre n, on a un certain c sur n factoriel x moins x0 à la puissance n. Donc on peut faire des développements limités sous certaines hypothèses d'une fonction f au voisinage de x0. Donc là, on a un résultat qui est meilleur. Donc si on a une fonction qui est holomorphe, si on sait que la fonction est holomorphe sur oméga, alors donc il va être indéfiniment dérivable. Et donc au voisinage de z0, c'est-à-dire sur un disque, donc là on a un z0, sur un disque qui est centré en z0, un disque ouvert, donc f de z, il va s'écrire, f de z, il va s'écrire f, donc cn, les cn sont de cette forme-là, donc pour n égale à 0, on a 1 sur 0 factoriel, la dérivée zéroienne, c'est-à-dire f de z0, que multiplie z moins z0 à la puissance 0, donc c'est 1, plus, ensuite pour n égale à 1, f' sur 1 factoriel, f' de z0, donc z moins z0 à la puissance 1. Pour 2, on va avoir la dérivée seconde de f en z0 sur 2 factoriel, et on va continuer. Donc le terme général va être de la forme plus la dérivée nième de f en z0 sur n factoriel, z moins z0 à la puissance n plus, et ça continue jusqu'à l'infini. Donc plus, la plus, donc jusqu'à l'infini. Ce développement-là, il est infini. Donc f de z, on peut l'écrire, donc sigma de n égale à 0 jusqu'à l'infini, donc de la dérivée nième de f en z0 sur n factoriel que multiplie z moins z0 à la puissance n. Donc f de z, on peut l'écrire comme sous la forme d'une somme d'une série entière autour de z0. Donc ça, c'est possible lorsque f est une fonction holomorphe sur oméga. Donc sous ces hypothèses-là, donc on peut développer f sous cette forme-là, sous la forme d'une série entière, ou bien série de Taylor, en z moins z0. Et on a même les Cn, donc on peut soit les calculer de cette façon-là, ils sont donnés aussi par cette formule. Donc ensuite, on va voir la notion de série de Laurent et la relation avec les fonctions holomorphes. Donc pôle et résidu, donc la série de Laurent d'une fonction holomorphe f est une manière de représenter f au voisinage d'une singularité, ou plus généralement autour d'un trou de son domaine de définition. Donc si on revient au théorème précédent, donc si la fonction il est holomorphe sur oméga, et z0 il est à l'intérieur de oméga, donc on a vu que f de z
on peut l'écrire sous cette forme-là, sous la forme d'une série entière en z moins z0. Donc là, les puissances qui sont là sont positives. Mais si z0, c'est f, il est holomorphe sur oméga, mais pas en z0. Et ce qu'on va retrouver ce résultat-là. Donc là, dans ce cas-là, dans ce théorème-là, donc on a le domaine de oméga. Le domaine de oméga, on a ici z0. Et on a f qui est holomorphe sur oméga. Donc on arrive à développer f de z sous cette forme-là, pour les z qui sont proches de z0. Pour les z qui sont proches de z0, donc dans un disque centré en z0. Donc on arrive à développer f sous la forme d'une série entière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est f. Donc n'est pas holomorphe. Donc si on a la chose suivante, si on a oméga, et on a un point z0 qui appartient à oméga, mais c'est f et il est holomorphe sur oméga moins z0. C'est-à-dire f n'est pas obligatoirement holomorphe en z0. F défini donc de oméga moins z0 dans C. Qu'est-ce qu'on va trouver pour f de z? Est-ce qu'on peut la développer d'une certaine façon? Donc on a d'abord la définition suivante. Donc une série de Laurent autour de z0, avec z0 un complexe, est une série qui est de cette forme-là. C'est-à-dire, là vous avez des termes qui ont des indices négatifs et des termes qui ont des indices positifs. Là, pour les n positifs, vous allez avoir par exemple A0 plus, donc A0 comme multiplié z moins z0 à la puissance 0. Ensuite, plus A1, z moins z0 à la puissance 1. Plus A2, qui multiplie z moins z0 au carré. De l'autre côté, puisque vous avez des indices qui sont négatifs, pour n égale à moins 1, on va avoir ici a moins 1, z moins z0 à la puissance moins 1, c'est-à-dire a moins 1 sur z moins z0, plus, pour n égale moins 2, c'est-à-dire a indice moins 2, on va avoir z moins z0 au carré. Et on continue jusqu'à l'infini. Là, vous avez des termes qui ont des puissances positives. Là, vous avez des termes qui ont des puissances négatives. Là, c'est-à-dire vous avez là des trucs, des choses de la forme z moins z0 à la puissance k avec k positif. Et là, vous avez des z moins z0 à la puissance k avec des k négatifs. Donc, une série de cette forme-là, on va l'appeler une série de Laurent autour de z0. Donc, ça, c'est une définition. À quoi ça va nous servir donc les séries de Laurent? On va voir ça dans la suite. Mais pour l'instant, cette série-là, j'ai dit qu'il s'écrit donc sous la forme somme, donc pour les indices négatifs, donc entre moins l'infini et moins 1, donc des z moins z0 à la puissance n plus une somme donc contenant donc des termes des indices positifs, donc de 0 jusqu'à plus l'infini des choses de la forme z moins z0 à la puissance n. Donc cette série-là, c'est une série entière en z moins z0, donc il va converger. Et pour qu'il converge, il faut que le module de z moins z0 soit plus petit que le rayon de convergence. Donc il nous faut z moins z0 inférieur à R2, avec R2 le rayon de convergence de cette série entière. Cette série-là, il va converger. Donc il nous faut d'abord cette série-là, on peut l'écrire sous cette forme-là. Il s'écrit sous cette forme-là. N, il varie entre moins 1 et moins l'infini. Si on fait un changement de variable, on remplace n par moins n,
Donc dans ce cas-là, le n il va varier de 1 jusqu'à plus l'infini. Et au lieu d'écrire ici n, on écrit moins n. Et là, moins n, ce qui nous fait 1 sur z moins z0 puissance n. Donc cette série-là, donc il s'écrit sous cette forme-là, donc il va converger si on a module de 1 sur z moins z0, donc module de 1 sur z moins z0, inférieur donc à une certaine constante, c'est-à-dire inférieur à quelque chose qu'on peut écrire sous la forme 1 sur R1. Et donc on va avoir ça, ça veut dire que le R1 est strictement inférieur à module de z moins z0. Donc cette série, il va converger sur cette condition-là. La première série, donc, qui contient les termes positifs, cette série-là, il converge sur cette condition-là. Donc pour avoir la convergence de toute cette série-là, il nous faut la convergence des deux séries, c'est-à-dire il nous faut cette condition-là et cette condition-là. C'est-à-dire il nous faut module de z moins z0 compris entre R1 et R2, strictement. L'ensemble des z appartenant à C qui vérifie cette condition-là, donc s'appelle la couronne de convergence de la série de Laurent, somme pour les n appartenant à z de n, z moins z0 à la puissance n. Donc cette couronne-là, on la note de cette façon-là. La couronne du centre Z0 et de rayons respectifs, le petit rayon c'est R1 et le grand rayon c'est R2. Donc on peut la représenter sous cette forme-là. Donc en fait la couronne c'est cette région-là. C'est cette région-là. Cette région-là. Donc c'est la région hachurée, toute cette région-là. Donc si on prend donc un Z ici, si on prend un Z qui est là, Z, donc on a la distance entre Z et Z0, c'est-à-dire le module de Z moins Z0, cette distance-là est plus grande que R1, et la distance entre Z moins Z0, c'est-à-dire la distance d'ici là, il est plus petite que R2. Donc, lorsqu'on est dans cette couronne-là. Donc, la couronne, c'est cette région-là. Donc, une série de Laurent, donc il converge sur une couronne. Donc, la région de convergence d'une série de Laurent est une couronne. Donc pour l'instant, on passe au théorème suivant. Donc soit oméga inclus dans C, un domaine simplement connexe, et Z0 un élément de oméga. Et soit F une fonction holomorphe sur oméga moins Z0. Donc F n'est pas obligatoirement holomorphe en Z0. Et soit donc R1 strictement supérieur à 0, strictement inférieur à R2, tel que la couronne de centre Z0 et de rayons respectifs R1, R2 soit incluse dans oméga. Donc sous cette condition-là, alors F est la somme de sa série de Laurent LF de Z autour de Z0 sur cette couronne. Donc si on a les conditions donc qui sont là, si on trace, on fait un petit dessin, donc on est là dans C. On a donc un domaine oméga simplement connexe, donc c'est cette région-là. Donc on a un Z0 ici, à l'intérieur, Z0. Et on a F qui est défini de oméga dans C. Donc F qui est défini de oméga dans qui est défini de oméga moins Z0, qui est défini donc de oméga, mais sans Z0, et qui est holomorphe sur oméga moins le Z0. Et donc si on prend une couronne, donc la couronne donc de centre Z0, donc vous avez ici
un premier disque, et là vous avez un deuxième disque. Donc ça c'est la couronne, donc du centre Z0 et de rayon. Le premier rayon c'est R1, le deuxième rayon c'est R2. Si on prend un Z qui est ici à l'intérieur de la couronne, on va choisir par exemple cette couleur là, donc si Z il est là à l'intérieur, cette couronne là, donc si vous prenez Z qui appartient à la couronne du centre Z0 et de rayon R1, R2, et tel que cette couronne là soit inclus dans oméga. Donc ce théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que F de Z, c'est la même chose que la somme pour n appartenant à Z de Cn Z moins Z0 à la puissance n. Donc f de z est égal à sa série de Laurent avec les Cn qui sont donnés par cette formule-là. Donc ce théorème signifie donc que f de z est égal à sa série de Laurent, c'est-à-dire f de z égale à cette somme-là. C'est-à-dire on peut développer f de z sous la forme d'une série de Laurent. Donc pour une fonction holomorphe, donc on peut développer f de z sous la forme d'une série entière. Mais pour une fonction qui est holomorphe sur oméga moins z0, on arrive aussi à développer f de z, mais sous la forme d'une série de Laurent, qui contient donc des puissances positives et des puissances négatives. C'est-à-dire que f de z, on peut l'écrire somme de 1 à plus l'infini, à indice moins n, 1 sur z moins z de la puissance n, plus cette série entière. Ça, c'est vrai, quel que soit z appartenant à la couronne. Donc là, on a vu comme premier théorème, donc toute fonction holomorphe sur oméga, on peut la développer sous la forme d'une série entière en z moins z0. Pour une fonction qui n'est pas obligatoirement holomorphe en z0, mais qui est holomorphe sur oméga moins z0, il y a ce terme-là qui vient se rajouter. Donc f de z, on peut la développer sous la forme d'une série de Laurent. Et c'est aussi un résultat très intéressant qui va nous simplifier pas mal de calculs dans la suite. Les AN, ils sont donnés par cette formule-là, par la formule intégrale de Cauchy. Donc les coefficients donc, de ce développement-là, ils sont là. Donc AN, c'est 1 sur 2 ZP, l'intégrale sur gamma plus de f de z sur z moins z0, la puissance n plus 1 d de z. En particulier, donc pour n égale à moins 1, on va trouver 1 sur 2 ZP, f de z, et là, moins 1 plus ça fait 0. Donc il reste ici f de z. Ça, en particulier, donc on a un moins 1 qui est donné par cette formule-là. Et dans la suite, on va voir l'utilité de ce a moins 1. Donc ce a moins 1 donc, va nous permettre donc, de calculer. Donc si on connaît a moins 1, donc on peut donner l'intégrale sur gamma plus de f de z dz, qui va être égal à 2 zp que multiplié a moins 1. Donc si on connaît a moins 1, donc on va en déduire cette intégrale-là. Avec gamma, donc la courbe sur laquelle on fait le calcul de cette intégrale-là, gamma est un cercle de centre Z0 et de rayon R qui est strictement entre R1 et R2. Donc le gamma sur lequel on intègre, il faut le choisir ici. Donc le gamma, c'est le cercle, ça doit être un cercle qui est entre ici les deux. C'est ça, donc gamma, c'est ce cercle-là qui est dans cette couronne-là. Là, on travaille dans cette couronne. Donc, pour calculer les coefficients, donc, il faut faire l'intégrale sur ce cercle-là. Donc, qui est de rayon R, avec R strictement supérieur à R1 et strictement inférieur à R2.
Ensuite, on a les définitions suivantes. Donc, dans une série de Laurent, donc, il y a une partie qui contient donc, les coefficients d'indice positifs, et les puissances qui sont là sont positives. Cette partie-là, on l'appelle la partie régulière de la série de Laurent. Il y a l'autre partie qui contient donc les puissances négatives, n entre moins 1 et moins l'infini. Cette partie-là qu'on peut écrire sous cette forme-là, en faisant un changement de variable, d'indice. Donc cette partie-là, on l'appelle la partie singulière ou principale. C'est la partie singulière ou principale de la série de Laurent. Donc une série de Laurent, donc il est formé de deux parties, une partie régulière et une partie donc singulière. On va dire que Z0, lorsqu'on fait le développement autour de Z0, on va dire que Z0 est un point régulier pour F si seulement si la partie singulière de la série de Laurent est 0. Donc on va dire que Z0 est un point régulier lorsqu'on fait le développement autour de Z0 de F de Z. Si on trouve que la partie donc singulière est 0, on va dire que Z0 est un point régulier. Donc sinon, si on trouve que la partie singulière n'est pas nulle, on va dire que Z0 est un point singulier pour F. On va dire que Z0, donc sinon Z0 est un point singulier. On va dire que c'est un point singulier. C'est un point singulier. Donc on a soit Z0 il est régulier, donc la partie singulière est nulle, soit Z0 il est singulier. Et pour les points qui sont singuliers, on a deux cas. Soit le nombre donc des termes à puissance négative il est fini, c'est-à-dire on va de moins 1 jusqu'à moins P, donc on a un nombre fini de puissance négative, donc les autres ils sont nuls pour K supérieur ou égal à P plus 1. A indice moins K est égal à 0. Si ce nombre-là, le nombre des termes à puissance négative, il est fini, donc on a un nombre fini, donc on va de moins 1 jusqu'à moins P, donc on a P termes qui ont des puissances négatives, c'est fini, et là on a la partie régulière. Si ce nombre-là, il est nombre fini, si ce nombre est fini, le nombre de ces termes-là, on va dire que Z0 est un pôle d'ordre P. On va dire que, donc si Z0 est un point singulier pour F, on dit que Z0 est un pôle d'ordre P pour F de Z. Si seulement si le coefficient A indice moins P est différent de 0, et les coefficients qui viennent après, c'est-à-dire A indice moins K pour K supérieur ou égal à P plus 1, ils sont tous nuls. On va dire que Z0 est un pôle d'ordre P. C'est-à-dire F de Z, il va s'écrire sous cette forme-là, la somme de moins P plus l'infini. Donc là, vous avez cette partie-là qui est la partie singulière, c'est la partie singulière, et là, c'est la partie régulière. Mais dans la partie singulière, on a un nombre fini de termes. On va de moins 1 jusqu'à moins P, avec la condition que A indice moins P est différent de 0. Dans ce cas-là, on dit que Z0 est un pôle d'ordre P. Si P, par exemple, est égal à 1, là, on va avoir un seul terme dans la partie singulière. On va dire que Z0 est un pôle. Donc, c'est un pôle simple. Si là, on a deux termes, on a A indice moins 1 sur Z moins Z0, plus A indice moins 2 sur Z moins Z0 au carré. Dans ce cas-là, on dit que Z0 est un pôle double, c'est-à-dire un pôle d'ordre 2. Donc, à un point singulier, soit c'est un pôle, c'est-à-dire le nombre des termes à puissance négative, il est fini, soit c'est le nombre donc, des termes à puissance négative n'est pas fini. Dans ce cas-là, on dit que Z0 est un point singulier essentiel. Donc si Z0 est un point singulier pour F, on dit que Z0 est un point singulier essentiel de F, si seulement si
les termes à puissance négative, il y en a une infinité, c'est-à-dire les coefficients a indice moins n qui sont différents de 0. Là, ce sont les coefficients des puissances négatives. Si on a une infinité de coefficients qui ne sont pas nuls, donc la série en 1 sur z moins z0, il comporte un nombre infini de termes qui sont non nuls. Donc ils sont contenus dans cette somme-là. Dans ce cas-là, on dit que z0 est un point singulier essentiel. Donc là, finalement, on a trois cas. On a pour z0, soit il est régulier, donc la partie singulière, il est donc 0, soit on a un point qui est singulier. Donc la partie singulière n'est pas nulle. Mais pour un point singulier, on a deux cas. Soit on a un pôle d'ordre P, si on a un nombre de termes, un nombre fini de termes à puissance négative, soit on a ici un point singulier essentiel. Donc essentiel, c'est le nombre des termes à puissance négative, il est infini. Cinquième définition, donc le coefficient A indice moins 1 qu'on trouve lorsqu'on développe f de z sous la forme d'une série de Laurent, ce terme-là, on l'appelle le résidu. On l'appelle le résidu de f en z0. Donc on le note aussi ρ indice z0. Donc ρ indice z0, z0. Donc c'est exactement le coefficient A indice moins 1. Et c'est le résidu de f en z0. Et tout simplement, c'est le coefficient de la puissance z moins z0 à la puissance moins 1. Z moins z0 à la puissance moins 1. Son coefficient, c'est A moins 1. Donc c'est le coefficient de cette quantité-là lorsqu'on fait le développement en série de Laurent. Une petite proposition. Donc on a la chose suivante. Donc Z0 est un pôle d'ordre P de F si seulement si F il s'écrit phi de Z sur Z moins Z0 à la puissance P, avec phi qui est une fonction holomorphe sur oméga et phi de Z0 est différent de 0. Donc là on a la chose suivante. Donc si on part du fait que Z0, pôle d'ordre P de F. Ça veut dire que F de Z, donc lorsqu'on est dans une couronne autour de Z0, F de Z, on peut l'écrire, on peut le développer sous forme d'une série de Laurent, sous la forme, puisque Z0 est un pôle d'ordre P, là on va avoir le coefficient A indice moins P sur Z moins Z0 à la puissance P, plus, et on descend jusqu'à A indice moins 1 sur Z moins Z0 plus A0 plus A1 Z moins Z0 plus, et là on va avoir les puissances positives. Donc ça c'est d'après la définition, Z0 est un pôle d'ordre P. Donc là on va jusqu'à A indice moins P avec la condition que le terme, le coefficient A indice moins P doit être différent de 0 pour dire que Z0 est un pôle d'ordre P. Donc si on a ça, si on fait Z moins Z0 à la puissance P que multiplie F de Z, si on fait ce produit-là, on va avoir simplification, il va y avoir A indice moins P, c'est une constante, plus, là on va avoir A indice moins P plus 1, qui multiplie Z moins Z0, plus, et on va continuer, on va arriver ici à A0, Z
moins Z0 à la puissance P, et on va continuer. Donc toutes les puissances qui sont là sont positives, de Z moins Z0. Donc ça c'est une série entière, ça en fait c'est une série entière en Z moins Z0. Donc c'est une série entière, donc qui converge pour un module de Z moins Z0 inférieur à R, avec R c'est son rayon de convergence. On sait que c'est une série entière de cette forme-là, donc ça donne une fonction holomorphe. Ça donne une fonction holomorphe. Donc, on arrive, donc si on a Z0, donc, qui est un pôle d'ordre P, donc Z moins Z0 puissance P f de Z, donc il s'écrit sous la forme d'une fonction holomorphe. C'est une fonction holomorphe qu'on peut appeler phi de Z. D'où f de Z, il est bien égal à phi de Z sur Z moins Z0 à la puissance P. Donc, si Z0 est un pôle d'ordre P, donc f de Z, il s'écrit sous cette forme-là. Inversement, donc si on a f de Z qui s'écrit donc phi de Z sur Z moins Z0 à la puissance P, si on a ça avec phi qui est holomorphe, sur oméga, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on peut développer phi sous la forme d'une série entière, puisque phi il est holomorphe sur oméga. Donc phi de Z, il va être égal à B0 plus B1 Z moins Z0 à la puissance 1, donc autour de Z0, donc on peut développer, on va avoir B2 sur Z moins Z0 à la puissance 2, et on peut continuer jusqu'à, on va passer par B indice P, Z moins Z0 à la puissance P, plus B indice P plus 1, Z moins Z0 à la puissance P plus 1, et on va jusqu'à l'infini. C'est une série entière. Donc, f de Z dans ce cas-là, il va être égal. On va diviser ça par Z moins Z0. On va avoir ici B0 sur Z moins Z0 à la puissance P. Et on continue. Lorsqu'on divise ça par Z moins Z à la puissance P, on va arriver jusque-là, on va trouver B indice P plus, là on va trouver B indice P plus 1, Z moins Z0 à la puissance 1, et ça continue. Donc là on trouve une série de Laurent, donc il y a donc une partie régulière et qu'il y a une partie donc singulière. Donc ça c'est la partie singulière. Dans cette partie-là, donc on a un nombre fini de termes. Donc un nombre fini de termes. Donc ça veut dire que Z0, donc il va être un pôle. Donc pour déterminer si Z0 est un pôle d'ordre P, donc il faut voir est-ce que ce coefficient-là est non nul ou pas. Donc à quoi est égal le B0? Donc le B0, on a donc phi de Z0, c'est égal à B0. Et par hypothèse ici, donc si on a phi qui est holomorphe, avec phi de Z0 différent de 0, ça veut dire que le B0 est différent de 0. Donc ce coefficient est différent de 0. Donc ce qui veut dire que Z0 est exactement un pôle donc d'ordre P. Donc ce qui implique donc Z0, donc c'est un pôle d'ordre P. Donc c'est un pôle d'ordre P. Et donc ça nous donne un moyen, parfois pour voir est-ce que Z0 est un pôle d'ordre P, il suffit d'arriver à écrire f de Z sous la forme une fonction holomorphe sur Z moins Z0 à la puissance
P. Et on peut aussi dire que, donc lorsque f de z est de la forme phi de z sur z moins z0 à la puissance P, si on sait que phi de z0 est différent de 0, et si on sait que phi il est holomorphe, automatiquement z0 va être un pôle d'ordre P. Z0 va être un pôle d'ordre P. Donc on verra l'application de ça dans des exercices en TD. Donc une autre proposition, donc soit f de z, donc une fonction qui s'écrit sous la forme p de z sur q de z, avec donc p et q qui sont des fonctions holomorphes au voisinage de z0, tel que z0 soit à la fois un 0 d'ordre m de p et un 0 d'ordre n de q. C'est-à-dire, on suppose que p de z0 égale à p' de z0 jusqu'à la dérivée m-1 de p en z0 égale 0, mais la dérivée m de p en z0 est différente de 0. La même chose pour q, on suppose que q de 0 égale q' de 0 jusqu'à la dérivée d'ordre n-1 en z0 c'est égal à 0, mais la dérivée n de q en z0 est différente de 0. Alors, on a les choses suivantes. Donc, si m est supérieur ou égal à n, donc le m, c'est l'ordre de z0 par rapport à p, n, c'est l'ordre de q de z0 par rapport à q. Si le m est supérieur ou égal à n, alors z0 est un point régulier de f en posant f de z0 égal à cette limite-là. Donc, normalement, si on veut calculer f de z0 directement par cette formule-là, on va avoir p de z0 sur q de z0. Mais p de z0 est égal à 0 et q de z0 est égal à 0. C'est indéterminé. Mais avec ces conditions-là, si m est supérieur ou égal à n, cette limite-là, on peut la calculer. Donc, il va exister sans problème. Et cette limite-là, on va la poser égale à f de z0. C'est-à-dire on peut prolonger f en z0 par cette quantité-là. Et dans ce cas-là, z0 va être un point régulier de f. Va être un point régulier de f. C'est-à-dire on peut développer f au voisinage de z0 sous la forme d'une série entière sans problème. Ensuite, donc, si on n'a pas m supérieur ou égal à n, c'est-à-dire m est strictement inférieur à n, dans ce cas-là, z0 va être un pôle d'ordre n moins m, d'ordre n moins m de f. Donc, on a aussi une proposition qui va nous permettre donc de donner une formule pour le calcul du résidu de f en z0. Donc, si z0 est un pôle d'ordre m, donc si z0 est un pôle d'ordre m, alors le résidu de f en z0 qu'on a noté par a indice moins 1, ce n'est autre que la limite quand z tend vers z0 de 1 sur m-1 factoriel, la dérivée d'ordre m-1 par rapport à z de la fonction z moins z0 à la puissance n fois f de z. Donc si on prend cette fonction-là, on la dérive jusqu'à l'ordre m-1, on la multiplie par ce coefficient-là, on tombe sur a-1, c'est-à-dire le résidu de f en z0. Et je répète, donc on va voir l'utilité du calcul des résidus pour le calcul d'intégrale de certaines fonctions. Donc en particulier, donc si z0 est un pôle simple, c'est-à-dire m égale 1, un pôle d'ordre 1. Lorsque m égale 1, là ça fait z moins z0 à la puissance 1, là ça fait la dérivée d'ordre 0, c'est-à-dire on ne dérive pas, et là ça fait 1 sur 0 factoriel, ça fait 1, donc cette limite-là pour m égale 1, ça devient ça, tout simplement. Donc lorsque z0 est un pôle d'ordre 1, donc le résidu de f en z0, c'est-à-dire a-1, est donné par cette formule-là. En particulier, donc, si f de z est une fonction qui s'écrit sous la forme rapport de deux fonctions holomorphes au voisinage de z0.
G de Z sur H de Z. Donc, si Z0 est un pôle simple de F, si Z0 est un pôle simple de F, alors le résidu de F en Z0, c'est-à-dire A-1, est donné par la formule G de 0 sur H' de Z0. Donc, dire que Z0 est un pôle simple de F, ça veut dire que H de Z0 égale 0 et H' de Z0 est différent de 0. Donc, si Z0 est un pôle simple, donc pour calculer A-1, on a dit que c'est la limite quand Z tend vers Z0 de Z moins Z0 que multiplie F de Z sur H de Z. Mais cette quantité-là, on peut l'écrire sous la forme suivante, si vous voulez. On peut écrire, donc c'est égal à la limite quand Z tend vers Z0. Là, on va écrire F de Z sur, ça on peut l'écrire H de Z moins H de Z0 qui est égal à 0 sur Z moins Z0. Donc F de Z sur ça, donc c'est égal à F de Z qui multiplie l'inverse de ça, c'est-à-dire on retrouve ça. Or, la limite de cette quantité-là, lorsque Z tend vers Z0, ça tend vers la dérivée de H en Z0. Donc en bas, on va avoir H' de Z0, et quand Z tend vers Z0, ça tend vers F de Z0.